Hey, une vidéo consacrée aux achats récents d'anciennes. Et quand je dis anciennes, vous voyez, on va faire vraiment de l'ancienneté. On va commencer avec une diligence qui date des années 80. Allez, on commence tout de suite par celle-là, parce qu'elle me permet de raconter une petite histoire qui est rigolote. Ça, j'ai repéré ça, voilà, le pas entière. Il manque au moins un conducteur. Je connaissais pas. Je me suis dit, c'est bizarre. C'est alors des diligences. Il y en a eu des tas. Dans les années 80, les fabricants de miniatures nous ont fait des diligences. Majorette avait une diligence, Matchbox en avait. Ça se fait plus maintenant. Peut-être que Wheels fait encore des diligences, mais c'est pas un truc qu'on voit beaucoup dans les rayons. Donc dans les années 80, ça se faisait beaucoup. Là, c'est un modèle qui m'intéresse particulièrement parce que, attendez, j'ai un peu de mal à faire. Days Gone. Quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est marrant, c'est pas du Matchbox et on dirait du Corgi, mais ça n'en est pas tout à fait. Je suis sûr que ça n'en est pas. Puis je vois Days Gone, je me dis, bon, bah ça c'est bien un truc anglais. Et est-ce qu'on arrive à faire le point à peu près? Vous voyez, là en bas, c'est marqué Made in England, ça y a pas de souci, sauf que c'est marqué Made in England by Ledo. Et Ledo, je sais pas, je connais pas, je sais pas. Donc j'ai fait des recherches. Ledo est une marque qui a été créée en 1983 par un monsieur qui s'appelle Hodel. Voilà, donc Leido, Hodel, Leido, voilà. Il a mis son nom à l'envers pour faire sa marque de jouets. C'est un des fondateurs de Matchbox qui a créé donc une marque. Et leur première série, c'était Days Gone. Donc ils n'ont pas fait des séries mainstream, comme on dirait. Ils n'ont pas fait du grand public de la grande série. Ils ont fait directement des vieilleries. Après, ils en ont fait d'autres. Hein. Et ce qui est marrant, c'est que ça n'a pas trop bien marché. Donc, bon, là, je suis pas sûr que ce soit une vraie publicité, mais globalement, ce qui les a fait vivre, c'était de passer des partenariats avec des entreprises pour faire des sorties publicitaires. Voilà. Ça a vécu jusqu'en 99. Voilà. Je suis en train de faire mon Wikipédia, tout simplement, parce que je connaissais pas. Et en 99, ça a été repris, les moules et les modèles ont été repris par Corgi pour être fabriqués cette fois-ci en Chine et intégrés directement dans les lignes Corgi. Voilà, je ne sais pas s'il y avait des accessoires d'autres posés là-dessus. Je pense pas parce qu'il y a des choses, peut-être des caisses, hein, ça ressemble pas vraiment à des bagages, ça qui étaient dans le moule de la galerie de toit. Voilà un premier modèle très ancien représenté par une miniature des années 80, ce qui commence à faire un petit peu vieux, et par un fabricant que je ne connaissais pas. Et en ce moment, je découvre plein de fabricants, soit en achetant, soit des fois en n'achetant pas, soit en farfouillant sur Internet, des fabricants de miniatures des années 80-90, voire 70, que je ne connaissais pas du tout. Et c'est vachement cool, je trouve, de découvrir des nouvelles marques que je ne connais pas. Allez, puisqu'on est dans les pionniers, on va pas parler de voiture, on va faire un détour un peu étonnant. J'ai acheté ça récemment, qui sont des fiches. Vous entendez, c'est métallique, offertes par la COP. Alors, si je dis pas de bêtises, c'était une entreprise qui faisait des huiles et des lubrifiants et de l'essence, c'est ça mais je suis pas sûr. Voilà. Cette plaquette fait partie de la collection L'Auto à travers les âges, qui vous est offerte par COP Guarantee of Qualité. La Lorraine de 2010, 4 cylindres, 4 vitesses, made in France, collectionneur. Ah, il y a le nom du collectionneur de la voiture en plus. C'est fou ça. Ah ouais, quand le mec leur a prêté la voiture, ils mettent. Ouais, ça c'est rigolo, ça, j'avais pas fait gaffe à ça. Et donc, alors, vu les encoches qu'il y a, on pourrait s'imaginer qu'on pourrait avoir un plateau métallique, là, comme dans les entreprises pour les fiches de tâches ou les fiches de suivi, et puis on les accroche. Ce serait rigolo, on accroche ça au mur, puis on accroche. Mais en fait, non, regardez, c'est censé tenir debout tout seul, voilà, à plier en suivant les pointillés. Donc, patte extérieure recto, patte intérieure verso. En plus, il y a un sens à respecter, je sais pas pourquoi, à quoi ça sert, mais bon, bref. Et donc, je ne sais pas combien il y en avait dans cette série, parce que, hop, ça monte jusqu'à 43. Donc, vous voyez, il y a un peu tous les âges de l'automobile. Il y a même des choses que je ne saurais pas forcément reconnaître, ou des choses qu'on a dans les wheelers ou dans les ramis JMK. Si vous ne connaissez pas les noms que je suis en train d'évoquer, eh ben, plongez-vous dans les vidéos dans, dans ma, dans ma chaîne, vous allez voir, il y a plein de fabricants que vous ne connaissez pas. Eh ben, c'est l'occasion de les découvrir. Voilà, musée de la Roche taillée, donc ça c'est le musée Malartre à côté de Lyon. Donc Malartre,
notamment cofondateur de Rami JMK. Et donc on a effectivement le descriptif vis-à-vis capote, moteur 2 cylindres horizontaux à l'arrière, 8 chevaux, allumage par brûleur, alésage 80 000. Là c'est quand même très pointu. Direction dite manche à gigot, j'adore. Vitesse 35 km/h. Voilà. Donc on a plein de modèles qui sont présentés comme ça. Panhard type B de 1899, c'est un numéro 4. Je suis pas sûr que ce soit présenté dans l'ordre chronologique forcément. Je suis pas sûr. 1887 numéro 17, donc non, je pense pas. Et donc on a, je connaissais pas, j'ai trouvé ça, je ne sais même pas comment je suis tombé là-dessus sur eBay, je pense que j'ai commandé ça. Donc j'ai découvert ça un peu par hasard. Ah, bah encore une que j'ai en wheeler et en version Rami JMK. Donc ça date des années 70, comme on le voit avec certaines voitures qui sont présentées. Je crois pas que dans les voitures que j'ai, il y en a pas de plus récentes, mais peut-être effectivement que dans la collection, j'ai pas fait de recherche là pour le coup documentaire sur cette collection-là pour savoir si il y en avait des plus récentes. On remarque qu'il y a quand même pas mal de choses qui viennent de la Roche-Taillée, alors qui est quand même un super musée, faut le dire. Celle-là, on l'a déjà passé, non? Ouais. Mais est-ce que c'est lié à eux? Est-ce qu'ils sont dans les instigateurs de cette collection? Je suis pas sûr. Voilà. Allez, je vous les passe. Il n'en reste pas beaucoup. La Sigma de Guinmer. Oh la vache, mais il y a vraiment des marques que ça me parle pas. Bon, bah là, il y a des choses quand même un peu plus populaires, qu'on connaît bien. Il y a des choses un peu élitistes, mais pareil, Roche-Taillée. Là, je me souviens pas d'avoir vu celle-là, la Roche-Taillée, quand j'y suis allé. Voilà, 2 chevaux. Il n'y a pas toujours la date, c'est rigolo. Oh, une Lotus Caterham. Ford, opération Europe Jeunesse 64, voiture destinée à l'initiation des jeunes aux techniques de la course. Donc, mais ça, c'est une Lotus 7, même si c'est peut-être une réplique, en fait, je sais pas. C'est bizarre. Avec un moteur Ford, la Lotus 7, oui, tout à fait. Mais pourquoi? Bon, je sais pas. Et il n'y a pas forcément la date. Ah bah c'est dommage, parce qu'ils auraient pu... en fait, ils ont mis la date sur les très anciennes, c'est ça? Mais pas sur les récentes, parce que les gens, quand ils ont eu ces cartes-là, ces plaques-là, ils savaient que ces voitures-là, elles étaient dans la rue, ils savaient de quand elles dataient, c'est ça? Bon, voilà. Ça, c'est un petit délire de collectionneur. Je pense que je vais les garder plates. J'ai vu que j'avais un ou deux doublons, donc je vais peut-être les mettre en forme. Mais voilà, c'est rigolo aussi. Ça fait partie des délires de collectionneur, évidemment. Allez, on passe à des choses un peu plus sérieuses avec des vraies voitures, des miniatures de collection, des jolies choses. Une Norève française, la Matra 530. Qu'est-ce que c'est ça comme plastique? Alors c'est très rigolo. Je pense que c'est volontaire qu'il y ait des encoches dans le capot parce que ça correspond aux encoches aux emplacements des... Vous voyez, sur le pare-brise, on a les essuie-glaces. Sauf que c'est un essuie-glace qui est intégré dans le pare-brise. Peut-être qu'ils avaient pensé à faire une pièce rapportée et qu'après ils se sont dit que ça allait être trop cher. Voilà, les ouvrants, avec un intérieur qui est plutôt sympa, tout en restant très simple. Voilà, je pense qu'elle est assez réussie. Elle paraît un peu plate, mais bon, ça c'était le problème de beaucoup de nos rêves de cette période-là. Est-ce qu'on reste chez nos rêves? Est-ce qu'on va voir tout de suite ailleurs? Allez, pour l'instant, on va rester chez nos rêves. Un truc un peu plus récent, avec, c'est presque la même marque. Hein. Là, c'est plus une Matra, c'est une Talbot. Mais Talbot et Matra ont fait un bout de route ensemble. La Horizon, qui est donc la dernière Chrysler Europe. Pour ceux qui ne sauraient pas, Chrysler avait une filiale européenne. Il y avait Simca, ils avaient racheté Simca en France, ils avaient Roots en Angleterre avec d'autres marques. Et ça, c'est un modèle qui a été conçu par les Français et dessiné par les Anglais et qui a été aussi importé aux USA. Sauf que du coup, entre-temps, Chrysler a revendu sa filiale européenne à Peugeot. Et donc Peugeot a lancé la marque Talbot, voilà, ancienne marque de luxe, avec un modèle qui est quand même, somme toute, assez honnête pour son époque, et qui a connu aux USA
une carrière sous les marques Chrysler et Dodge, avec des versions sponsorisées et améliorées par Carroll Shelby lui-même. Voilà, on en a parlé sur la vidéo sur le centenaire de Carroll Shelby. Bon, voilà, les no-rêves de l'époque, les roues sont un peu petites et le châssis manque un peu de hauteur, mais sinon ça reste assez honnête. Et là, j'ai pas l'impression que c'est du plastique, mais est-ce que c'est du Zamac? C'est très léger. Est-ce que c'est du Zamac ou du fer blanc? Parce que c'est vraiment léger pour du Zamac et l'état de finition, l'état de surface est étonnant pour du Zamac. Je ne sais pas. Si vous savez, évidemment, vous partagez avec moi. Est-ce qu'on continuerait avec un peu de no-rêve? Allez, du no-rêve made in France. Attendez, je vous l'ai choisi. Du no-rêve made in France. Vous vous souvenez, et si vous vous souvenez pas, eh ben, il y a une vidéo qui en parle, j'avais présenté un coffret présidentiel où il y avait la Simca présidentielle et la SM, c'est ça. Donc, moi c'était la version refaite, moderne que j'avais récupérée, mais il y avait ce coffret qui existait, en tout cas ces voitures ont existé avant. Là, il n'y a aucun ouvrant, hein. Voilà, la Simca présidentielle de 1958, fabriquée en 1989, du coup c'est rigolo. Et peut-être pas fabriqué en France d'ailleurs. Pourquoi? Parce que là il y a un truc qui a été effacé. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Et là c'est un châssis plastique un peu merdique et c'est une carrosserie plastique aussi. Donc là on est dans du tout plastique et peut-être bien made in China déjà. Ah bah encore une fois, hein, s'il y a des grands spécialistes, je suis à votre écoute. Allez, est-ce que j'ai encore du no-rêve là? Oui, j'ai du no-rêve, mais j'ai du no-rêve récent. Allez, on continue du coup avec du no-rêve. Vous savez que j'adore les estafettes. Voilà, une estafette, assistance course, no-rêve 1,43, ça c'est les productions actuelles. C'est pas écrit où ils fabriquent. Voilà, ça c'est pratique. Je pense que ils le font exprès pour comme si ils vendent le même modèle pendant longtemps, mais qui délocalisent l'usine qui est aujourd'hui en Chine. Après ils l'envoient au Bangladesh, mais ils n'ont pas à changer le moule. Et ils peuvent repartir du même moule. Je pense que c'est ça. Je vois pas pourquoi ils mettent. Ou alors c'est qu'ils ont honte de mettre qu'ils fabriquent en Chine alors qu'ils veulent garder la réputation fabriquée en France. Dans la même époque que l'estafette, il y avait la Renault 4 chevaux. Et dans les années 90, il y a eu la Renault 50, qui était une proposition. Alors c'était l'époque où Volkswagen cartonnait avec la New Beetle. Et donc, il y avait c'était un concept car qui disait, bah, qu'est-ce que ça ferait si Renault faisait du néo-rétro? Et donc, ça donnait ça. Ça donnait ça qui est assez chouette. Et pour avoir le moteur à l'arrière, ils sont tout simplement repartis de la base d'un speeder Renault Sport. Donc, on imagine bien que ça, vendu, ce véhicule-là, tel quel, vendu dans le commerce, ça n'aurait pas été un truc populaire, hein, ça aurait été cher. Mais la forme des phares à l'avant et la forme des feux à l'arrière, on les a retrouvés sur des modèles de série. Là, typiquement, le phare de l'avant, les feux arrière de l'Avantime viennent de là. Là, il y a plusieurs modèles qui se sont un peu inspirés de cette esthétique-là, notamment les Velsatis, les Altitudes, les Fluence ont eu des phares comme ça. C'était pas la génération la plus réussie du design Renault sous Patrick Lequément, mais c'était pas mal. Et ça, c'est un modèle qui est très très chouette. Vu que Renault est en train de se relancer dans le néo-rétro avec la Renault 5 électrique, la Renault 4 SUV, moi je dis, une fois qu'ils ont cette base-là, faut qu'ils fassent, à la place du Kangoo, faut qu'ils fassent une estafette. Et ben, est-ce qu'on pourrait pas imaginer une 4 chevaux? Après, le problème, c'est que la 4 chevaux, bah, c'était la voiture populaire, donc c'est la Renault 5. Alors, ça dépend comment on regarde. Est-ce que la 4 chevaux a évolué uniquement en populaire, donc en Renault 5? Ou, si on regarde celle qui a succédé à la 4 chevaux, parce que c'est une populaire familiale, ce serait pas la Dauphine? Auquel cas, c'était quasiment le haut de gamme. Donc on pourrait imaginer un véhicule comme ça qui serait inspiré de cette esthétique-là. Alors du coup, c'est plus vraiment la 4 chevaux, parce que si on regarde la familiale, si on veut garder cet esprit un peu à l'américaine, faudrait imaginer une frégate. Une frégate moderne, ce serait assez chouette. Sauf que la frégate a eu mauvaise réputation et elle a tué elle a tué son patron, le faucheux, s'est tué au volant de la frégate. Donc, bon, mauvaise pub. Allez, on reste, allez, une marque française encore,
par un fabricant français. C'est assez rare de trouver des Citroën LN, ou LNA, d'ailleurs c'est laquelle qu'ils ont présenté. Une LN. Donc la LN, c'était une Peugeot 104 coupé court avec un haillon et avec un moteur, si je dis pas de bêtises, de Diane. C'était le 4 cylindres. Non, la Diane, elle était encore en bicylindre. Donc c'est le moteur qu'on a retrouvé après sur la Visa. Bon, je suis en train de m'en mêler les pinceaux. Non, mais la LN, c'était peut-être bien un moteur de Diane, donc bicylindre. Et la LNA, c'était le moteur de la Peugeot 104. Voilà, j'y suis d'autant plus attaché que pendant très longtemps, on en a gardé une. Ça a été la dernière voiture de mon grand-père maternel. Après, il l'avait donnée à ma sœur quand elle a eu un problème avec sa voiture. Et puis, on l'a gardée chez les parents. Et puis, elle est partie... il y a quelques années de ça, j'ai profité d'être chez les parents pour démonter tout ce que je pouvais et vendre les pièces. Et la carcasse est partie pour faire du rallye. Un pilote de rallye de 104 en rallye qui était intéressé par une pièce de l'arbre arrière et il fallait démonter tout l'arbre arrière. Donc il m'a dit, je ne vais pas vous démonter l'arbre arrière et vous laisser le reste en épave qui ne bouge pas. Donc il m'a embarqué toute l'épave. J'aurais peut-être pu vendre d'autres pièces encore, mais il me reste la ligne d'échappement, mais elle est toute dégueulasse. Il me reste le tableau de bord, mais ça je pense que je vais me le garder pour moi. Il me reste 2-3 petits éléments encore, peut-être que je peux essayer de vendre, mais voilà, c'est pas très intéressant. Ça a permis, vu que quand ma soeur a récupéré la voiture de mon grand-père, c'est ma mère qui avait financé les réparations. La vente qu'on a faite a permis de rembourser les réparations qui avaient été faites à l'époque. Donc c'était pas mal. Et donc je suis un petit peu attaché. Elle était rouge, elle n'était pas de cette couleur-là. Mais voilà, des LN, c'est assez rare, je trouve. Donc autant en profiter. Pour une fois que c'est pas une 104. On reste chez Citroën, mais là, alors là, je sais pas qui a fabriqué ça. Et j'arrive pas à lire. Universal Hobbies, voilà. Donc c'est la Citroën Activa 1 de 88. Je suis tout à fait en train de lire ce qui est écrit sous le châssis. L'Activa, c'était le système de suspension active. On retrouve quand même pas mal l'esthétique qui va arriver sur la XM et la Xantia après, avec les vitres affleurantes, avec l'arrière très court, avec les roues aux quatre coins. À l'époque, la Xantia était vraiment innovante. Elle offrait beaucoup plus d'espace dans l'habitacle, d'espace aux passagers, parce que les roues étaient repoussées vraiment au bout, et donc il y avait moins de coffres, et donc on avait un arrière tronqué comme ça, et là il y avait carrément un petit aileron, voilà, comme sur la Xantia V6 de Jean-Paul Convenant dans Caméra Café. Voilà, ça c'était un superbe concept car quand même, on aurait pu, et l'Activa 2, si je dis pas de bêtises, c'était un coupé. Donc on se disait, ils vont oser un coupé comme la SM, sur la base de la XM V6, machin chose. Bon non, ils n'ont pas osé à l'époque. Et ça, c'était quand même annonciateur, je pense, de la XM, du style de la XM qui est sorti juste après. Allez, une petite dernière pour la route. Ça aussi, c'est de la chinoiserie. Et il n'y a même pas de marque de fabricant. Ça, c'est une Honda S800. Voilà, vous savez que j'aime bien les Honda. Et ben voilà, une Honda S800, c'est le petit roadster un peu sportif, un peu animé, qui a commencé la légende de Honda. Il manque le verre, il manque le pare-choc, mais à part ça, elle est quand même très très chouette. Là, ce sont des voitures qui sont en très bel état. Je suis assez content de ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses, notamment sur la Horizon ou sur la marque Ledo. Je sais pas comment on prononce du coup à l'anglais. Son nom c'était Odell, donc j'ai prononcé à l'envers Ledo. Peut-être qu'il y avait une prononciation Yedo. Voilà. J'ai posé plein de questions. C'est quoi la COP? Si vous en connaissez plus sur Liedo, n'hésitez pas, si vous avez des infos, vous êtes un peu plus spécialiste que moi, ce qui n'est pas difficile, à me mettre ces infos-là en commentaire. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.